Comment interpréter ce genre de soldat fidèle à un homme et non à la République? Qu'est-ce qu'il représente pour la nation? N'est-ce pas un danger finalement? Tout ce qui ne marche pas représente un danger, non? Quand on regarde ce qui se passe au Mali, quand on regarde ce qui se passe au Burkina, on ne peut pas croire, on ne peut pas imaginer qu'un seul instant, au Congo, on se pose pas la question de savoir si ça va arriver au Congo, parce qu'on sait très bien que les Congolais, si on fait un sondage, allez, on va dire à peu près 60% des Congolais disent pourquoi pas le Congo? Pourquoi ça arrive qu'ailleurs? Donc, je pense que ça va un danger de voir que les gens ne prennent pas conscience que Kagame a fait, le président Kagame a fait une interview dans Jeune Afrique qui résume, hein, les coups d'État ont une conséquence, la mauvaise gestion. Si la mauvaise gestion, s'il y a une bonne gestion, il y aura peut-être moins de coups d'État. Moi, je sais que, je reconnais qu'en Afrique, le métier le plus dur, c'est d'être président de la République, parce que les coups d'État, on peut les avoir quand n'importe quand. Mais quelles sont les conditions qui remplissent, qui fassent qu'il y a un coup d'État? Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Paul Delacroix, Caius Ebelebe, bien connu des Congolais. Mais pour ceux qui le découvrent, il est consultant et chef d'entreprise, membre du Congo UK Business et Council et du Conseil supérieur des Congolais de l'étranger. Il est également animateur d'un média, Bakambi. Comment vous traduisez Bakambi en français? Est-ce responsable ou leader? Leader. Bakami, c'est ça. Leader. Tu as préféré leader pour quelle raison? Parce qu'on en a besoin, on a beaucoup besoin. On a besoin de leaders, de vrais leaders. En tout cas, merci M. Caius Ebelebe. Je disais d'emblée qu'il est également animateur d'un média Bakambi. Au menu de notre entretien, l'actualité congolaise. Nous parlerons également de la diaspora congolaise et des élections en France. Et si le temps nous le permet, nous pourrons aborder le dernier volet qui porte sur la situation africaine. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur Telar TV, soyez les bienvenus. Je suis Christian Perrin. Bonjour M. Caius Ebelebe. Bonjour M. Perrin. En tout cas, très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Soyez donc le bienvenu. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accordé, de prendre le temps de m'interviewer. Alors, Monsieur Ebelebe, l'actualité brûlante au Congo-Brazzaville, c'est d'abord l'isolement du département de l'Alikwala. Nous apprenons depuis quelques heures que ce département est coupé du reste de la République du Congo. Il n'y a pas de vol qui arrive là-bas, la route est coupée, la route terrestre bien entendu, coupée, et on ne peut pas non plus y accéder, je crois, par voie navigable. Votre commentaire? C'est difficile à comprendre, hein. En 2022, c'est très difficile à comprendre comment c'est possible. En 2022, on peut se poser des questions. Même si tout le monde peut être choqué, on peut aussi se dire que une détérioration d'une route, la détérioration de tout ce qui est logistique de transport, c'est progressif. Ça veut dire que l'État a dû voir arriver ce problème qui dure depuis sûrement plusieurs années. Et c'est assez triste. C'est choquant en 2022 de pouvoir entendre ce genre de cris. On a besoin de gens qui crient pour dire il y a une catastrophe qui s'est produite, venez, on a besoin de médicaments, c'est incontrôlé par les gens. Mais là, pour le transport, il n'y a pas de mots pour dire comment est-ce possible en 2022. Évidemment, c'est à ce sujet, bien entendu. Je reviendrai donc pour la deuxième question, mais bien avant, je préfère proposer à nos téléspectateurs cet extrait de la déclaration lue, bien entendu, par l'avocat, donc maître Steve Bagne, et on reviendra sur notre plateau pour la suite. Suivez. Déclaration des ressortissants de l'Alikwala concernant la crise des transports dans leur département. Nous, ressortissants du département de l'Alikwala, réunis ce jour 29 janvier 2022 dans la salle des conférences internationales du Palais des Congrès, afin de décrier la situation de crise dans les transports que traverse notre département, et ce, depuis assez longtemps, déjà sans que cela n'inquiète ni n'attire l'attention du gouvernement ni du Parlement de la République. Le sujet fait débat dans les réseaux sociaux et caracole sur la une de plusieurs plateformes des filles et fils du département de l'Alikwala.
Nous souffrons. Nous n'avons plus de route. Nous n'avons pas de bac. Nous n'avons plus d'avion. Et à ce point-là, nous souffrons. Le seul moyen qui desservait la Likwala avec le transport est aujourd'hui bloqué, faute des bacs qui sont retirés de la CIB parce que c'est le privé. L'État ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de cette société-là. CIB a bloqué la traversée des passages. Aujourd'hui, c'est l'avion. Il y a plus de 2 mois. Mais il y a un problème sanitaire ici à Ifondo. Ifondo, à l'hôpital, nous n'avons pas de radio, nous n'avons pas les équipements adéquats. Donc les malades sont évacués vers Brazzaville, puisque c'est là-bas que tout le monde a un parent. Mais officiellement, personne n'en parle, moins encore les pouvoirs publics. Pourtant, sur le terrain, la situation est bien réelle. Il s'agit en effet de l'arrêt des activités de traversée des barques sur les rivières Ibenga et Motaba. Et pour cause, le non-respect des clauses de contrat entre le gouvernement et la société propriétaire des barques. Aujourd'hui, c'est cette gratuité déclarée des bacs qui a causé cette dette. Ça, c'est ma solution. La solution, c'est de laisser libre que chaque usager de la route paye le bac comme à l'ancienne. Et cela fait déjà plusieurs semaines, voire des mois, que dure cette situation qui met en mal le département de la Likwala. Du coup, les produits de première nécessité se font rares et l'on note déjà une spéculation des prix des produits, la rareté de certains médicaments et d'énormes difficultés pour évacuer des malades sur Brazzaville. Présentement, Ifondo, les prix se sont augmentés parce que les clients, les commerçants sont obligés de payer les motos, de payer les embarcations, les moteurs hors bord pour aller prendre leurs marchandises au niveau de Boyeli. D'où il y a la flambée des prix. Les voies de sortie deviennent difficiles. Il faut emprunter la pirogue et aller emprunter le moyen de l'océan du Nord à Ignélé. Et c'est fatigant, c'est fastidieux et c'est pas du tout bon. Nous, consommateurs, nous nous plaignons parce que nos vivres ne viennent plus convenablement. Libenga et Motaba, fait à Brazzaville le 29 janvier 2022. Les participants. Bien voilà, merci. Vous avez suivi donc avec nous cet élément. Alors là, dans cet extrait, vous avez probablement aussi entendu, comme moi, qu'ils avaient déjà informé le gouvernement sur cette situation quand elle avait commencé, c'est-à-dire quand la route commençait à se dégrader, mais aussi que depuis qu'ils avaient arrêté les vols sur la Likwala. On a attendu aujourd'hui, c'est peut-être pas l'irréparable, mais finalement, le département est coupé. Alors, quelle analyse peut-on faire de cette sourde oreille du gouvernement congolais sur les questions liées à la vie, liées à la société congolaise? Sans faire de politique, parce qu'on nous reproche souvent de faire de la politique, mais sans faire de la politique, si vous avez quelqu'un qui, comme ça, vous dit qu'une ville, une cité, elle est coupée complètement, il n'y a pas de liaison aérienne, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de liaison fluviale, on peut se dire qu'un gouvernement ne peut pas rester insensible. Mais là, il semble que ça dure plusieurs mois. Il faut interpeller le Premier ministre et se poser la question, à quoi sert l'opposition congolaise? À quoi servent les députés qui siègent à l'Assemblée? Parce que quand même, si pendant la pandémie, aujourd'hui on est en pleine pandémie, enfin on est en train de sortir dans certains pays, mais comment on dit que ça dure encore, et qu'il y a une ville comme Ifondo, qui quand même représente, je pense quand même un peu, pour certains, un peu une ville principale, je trouve que le Premier ministre Makosso devrait à l'Assemblée expliquer aux gens comment Ifondo peut se retrouver aujourd'hui coupé du reste du Congo. Avec la pandémie, comment font les fonctionnaires, par exemple, pour être payés? Comment on fait pour évacuer les malades? Comment on fait pour l'alimenter? Moi, j'ai en tête un livre que j'ai lu, qui a été écrit avec plusieurs experts congolais, qu'on appelle Le Vivre Ensemble, écrit par M. Jean de Dieu Kourissa. Et dans ce livre, il y a une partie où il essaie d'expliquer comment se fait-il qu'on arrivera à... Il essaie d'expliquer l'importance de faire que les régions, les villes arrivent à échanger commercialement pour pouvoir briser cet isolement ethnocentrique. Alors, si Ifondo se retrouve aujourd'hui isolé,
il ne faut pas oublier qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'accidents entre Pointe-Noire et Brazzaville, ou bien même d'autres villes, avec la compagnie en ce moment dont tout le monde parle, qui s'appelle Océan. Et ça veut dire que l'état des routes pose problème. Et donc là, il faut se demander comment on peut arriver là. Et donc, est-ce que les gens sont surpris si Infondo est coupé? C'est peut-être encore d'autres régions où les gens n'ont pas encore fait des appels. Donc, le Premier ministre, l'opposition doivent pouvoir nous dire parce qu'on en est, pourquoi? L'actualité, c'est également ces généraux qui venaient d'être, bien entendu, nommés, ils sont nombreux, mais moi, je vais m'intéresser sur un exemple, un cas, bien entendu, qui circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un certain Oboa. Alors, ce monsieur, j'allais dire ça comme ça, je ne sais pas s'il faut vraiment appeler ça soldat, depuis qu'il a été nommé général. Alors, c'est la fête, mais comme qui dirait, avec extravagance. On voit les champagnes sous le label Général Oboa. Il y a du vin de qualité, label, champagne, comment on dit ça, le Général Oboa. Et dernièrement, on a vu comment il s'est affiché en un bon chef coutumier assis sur la peau. Je crois, si ce n'est pas d'un tigre, c'est une panthère. Or, ces animaux sont protégés. Quelle analyse peut-on faire de ce genre de comportement, d'attitude affiché par des officiers supérieurs d'une armée? Quand on dirige un média et qui nous permet d'acquérir une expérience, de lire un peu la communication qui est derrière tout ça, il faut bien voir que c'est bien orchestré, on prend des photos, on prend des vidéos, on met sur les réseaux sociaux. Ça apparaît comme si c'était des images volées, alors qu'on voit très bien, on peut savoir qui a fait ces images-là. En tout cas, eux, ils peuvent le savoir. C'est qu'il y a un message derrière, ce qu'on appelle subliminal. C'est de dire aux gens, le pouvoir, c'est nous qui l'avons, et je suis assis sur un pouvoir, je sers un pouvoir, et avec la force de ce pouvoir, nous maintenons ce pouvoir. Ça, c'est la première lecture qu'on fait. Si on s'arrête aux images qui nous montrent la boisson et tout ça, ça fait partie du faste, de faste pour pouvoir dire je jouis de ce pouvoir. Nous jouissons de ce pouvoir. Nous en sommes heureux. Mais on oublie derrière, c'est que les populations, elles crient à la fin, comme une fois, par exemple, l'isolement. Et que les populations se disent, mais dis non, ça c'est l'argent qu'ils utilisent, c'est ce qu'ils dépensent. Et c'est là où il faut. Nous, on a eu un débat avec, dans une de nos émissions sur ces images-là, et les analyses qui sortaient, des consultants avec qui on fait des missions, c'est qu'en fait, il y a une certaine orchestration pour pouvoir à la fois montrer que le pouvoir appartient à un certain groupe de gens et que ces gens-là dominent le pouvoir. On va dire, comme beaucoup de gens, mais j'aime pas trop ce terme, le clan qui est autour du président, qui se définit comme Boshi et qui, lui, se dit, nous avons le pouvoir, donc nous sommes au-dessus de vous. Mais là où il faut faire très attention, il n'est pas que Boshi, il est avec ceux qui acceptent de servir ou de travailler pour le pouvoir. Et donc, cette orchestration militaire, c'est pour dire, ceux qui veulent arracher le pouvoir un peu comme au Mali ou qui veulent au Burkina Faso, il va falloir que vous aussi, que vous serviez, parce que nous, on a à la fois le pouvoir militaire et ça, mais on a aussi le pouvoir traditionnel qui nous soutient. On a les forces, ce qu'ils appellent parfois mystiques et invisibles. Donc, c'est pour faire peur aux Congolais, qui, eux, aspirent à dire non, on va changer. Donc, on fait peur, on théorise et on dit voilà, tout ce que vous voulez, pouvoir financier et militaire, même politique, nous l'avons. Et vous n'avez rien. Oui, mais est-ce que cela peut avoir une liaison avec la modification de l'article 157 de la Constitution, aussitôt modifié pour rallonger la période, sinon la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence? Après, il y a eu une nomination des nouveaux généraux. Dans un contexte économique chaotique, on sait qu'il y a la crise au Congo, et après, on suit ces images. Est-ce qu'il n'y a pas un lien logique, une suite logique dans ces événements? Parce qu'il faut bien voir, et c'est ce qui est terrible, ce qui est bien d'ailleurs, c'est que, vous savez, je pense qu'on a même plus de 14 généraux, il y en a plusieurs de plusieurs régions, mais il y en a qui dominent, une région qui domine et qui apparaît dans le lot, mais il y a aussi une personne qui émerge, c'est qui est le général Oboa. Le message, c'est de dire qu'il y a encore un chef, même si on nomme 15 ou 7 généraux, lui, il émerge. Ça veut dire que c'est l'homme clé d'un système qui perdure, comme les Congolais qui considèrent que ça perdure. Et l'article 157, nous, on appelait ça la boîte de Pandore. Pourquoi? Parce que la boîte de Pandore, ça fait comme les poupées russes, on ouvre, pour certains, ils vont y découvrir ce qu'il y a. Moi, j'aime bien la phrase du
de l'ancien ambassadeur, j'oublie son nom, de Russie en France, qui débattait sur France 24 et qui disait que le conflit qui oppose l'Occident, l'Europe occidentale et les États-Unis à la Russie, sur l'Ukraine, il disait qu'il faut savoir que nous tous, nous jouons aux échecs. Et que les échecs nous apprennent à avoir des coups d'avance sur l'adversaire. Mais au Congo, on ne joue pas vraiment aux échecs, on joue au jeu de dames. On joue beaucoup au ludo. Alors, si on arrive à transposer quand on joue au jeu de ludo et au jeu même de cartes, même au jeu de ludo, d'échecs, comme ça, de dames, Christian, vous allez voir qu'en général, c'est quoi le but? Je divertis mon adversaire pour dire je veux jouer à gauche, mais je veux lui prendre 3 pions. Je le prépare à croire que je veux qu'il aille là-bas alors que je veux aller à gauche. C'est que ce que disent l'ambassadeur, c'est qu'on est en train de nous dire allez-y les gars, débattez pour ça, mais ils ont 2 coups d'avance, 3 coups d'avance, en sachant où ils vont. Tout le monde, la majorité des Congolais se doutent bien que l'entrée du fils du président au gouvernement, ce n'est pas anodin. On a l'exemple de la Guinée-Bissau, mais on a eu des cas qui se sont réalisés, le Gabon, plus le Togo. Le ministre est rentré et puis il est devenu président. L'oublier, ne pas le dire, c'est dire qu'on veut polémiquer ou qu'on est dans la politique. La réalité, c'est que tout le monde sait qu'il y a une mise en place. Là, il y a 2 coups d'avance sur l'opposition, il y a 2 coups d'avance sur les gens qui sont engagés en politique. Le pouvoir, le PCT, est en train de jouer à la fois à la distraction, mais à la fois à la mise en place d'une succession, qui peut être, parce que des forces seront apparues pour contrecarrer, qui peut être ajustée, mais dans le schéma actuel, il n'y a qu'à regarder l'actualité. Hein. Moi, je lis beaucoup, j'essaie de beaucoup lire, et quand je lis, j'ai appris à lire aussi les images et les vidéos, et tout ce qui se passe. Quand on voit que le ministre congolais actuel, Christophe Sassou, que j'ai connu, il devient à la fois le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, pas encore de l'Intérieur, mais le ministre des Affaires étrangères surtout, beaucoup plus. On se pose la question, où est passé le ministre des Affaires étrangères? La dernière fois, j'ai vu qu'il avait reçu le FMI. Il n'était même pas à côté du ministre des Finances. Ça veut dire qu'il prend de la place. Ça veut dire qu'il prend de la place. Et même si, comme Sarkozy disait, moi je me lève le matin, je ne pense pas vraiment tous les jours en mon bureau que je serai président, on a bien vu qu'il a fini par être président, donc il le pensait. Il y a eu une émission sur les hommes du président qui est passé sur LCD, sur les bulletins de Mitterrand, les bulletins médicaux. Alors, Mitterrand avait la coutume de sortir les bulletins médicaux. Mais tout le monde savait que c'était faux. Ils étaient tombés d'accord avec les médecins que ça soit faux. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que le PCT va venir dire à la nation, oui, nous préparons Christelle à être président? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous distraient. Ils distraient les Congolais, et puis ils vous donnent un article, vous dites qu'il n'y a que ça qui arrive, ok, d'accord, on laisse passer, on a vu un peu ce qu'a fait Jérémy Missouba. Donc, j'estime, quelque part, il avait peut-être, j'aurais cru qu'il n'aurait même pas voté, mais je l'ai vu assis voter, je me suis dit, oh mon Dieu. Il a fait un très quelle impression avez-vous eu après ce plaidoyer contre, bien entendu, le projet de loi modifiant l'article 157 et finalement l'acte posé votant pour la déception? La déception. Je trouve que c'est une déception. Une déception parce que je pense que l'opposition congolaise ne peut pas, qui est représentée par Tati Mabela, officielle, je ne la connais pas, mais j'analyse un peu et je me dis, ils votent et ils ne s'opposent pas. Même s'ils sont 5 députés, le symbole aurait été de s'opposer. Même si vous négociez avec le PCT le soir, ce que pensent les Congolais, c'est que l'UPADS joue double jeu. Ça, c'est une image. On ne peut pas prouver ça, mais c'est une image que les gens pensent. Bon, même si c'est possible, mais quand même, venez jouer comme a fait Jérémy, qui a fait un très beau discours, mais il a quand même voté. Et puis après, dans un groupe, il a envoyé un message pour essayer de se justifier, pour dire non, on a aussi une stratégie. La stratégie, c'est laquelle? Vous lâchez le peuple, vous votez, vous ne vous opposez pas, même si, comme disait une dame en France, qui expliquait que la majorité française s'est retrouvée au Parlement. Et en première lecture pour le pass sanitaire, ils ont perdu. Et la majorité s'est fâchée en disant que les rassemblements, la LR les avait abandonnés, que l'UDF les avait abandonnés, enfin le moderne. Et la dame de LR leur dit, excusez-moi, vous n'êtes pas majoritaire à l'Assemblée. Si, alors pourquoi vous avez perdu? C'est que vos députés n'étaient pas là. Avant d'accuser les autres, vous-même n'étiez pas au complet. Est-ce que si l'UPADS n'avait pas voté, la majorité n'aurait pas voté? Oui. Bien sûr que si, puisqu'ils sont majoritaires. Donc, c'est un peu décevant, et puis de voir que, bon, en dehors de l'UPADS, il n'est pas seul. On a d'autres partis d'opposition. J'ai suivi Mirassa chez vous. Je me suis dit, bon, ok, il a parlé, et il continue à parler. Mais quelles sont les actions que les partis d'opposition
mènent. Ils ne vont pas rencontrer les gens, ils vont même pas. Il n'y a même pas de meeting. Moi, je me rappelle quand on était petit, il y avait des meetings. Pas toujours d'opposition, mais c'était à l'époque qu'on est là. Il demandait à faire un meeting, on le lui refusait, mais au moins il demandait le meeting. Là, il n'y a pas de demande de meeting, on ne voit pas l'opposition, puis bon, on voit une espèce de réactivité qui n'est pas une proactivité de la part de Mathias Njon, par exemple. Il fait des discours toujours après que le PCT ait pris une décision. C'est un peu comme un accompagnement qui peut être conscient ou inconscient, mais qui ne va pas dans le rôle que doit jouer une vraie opposition. C'est d'ailleurs pourquoi Alors, monsieur Lebelebe, tout à l'heure nous parlions du général Oboa. Je vais encore revenir, probablement que ce sera une dernière question sur le sujet. Je disais plutôt qu'on l'a vu ce soir sur, marcher sur la peau d'une panthère. Je ne sais pas si c'est un tigre, c'est encore à vérifier, mais au moins, sont là les animaux protégés. C'est un léopard peut-être. Alors, que vous inspire cette fidélité affichée à un homme et non à la nation congolaise? Parce que là, on vient de nous montrer, et c'est imparable, que finalement, ce sont des généraux fidèles à un homme et non à la République du Congo. Et ma question, c'était de savoir, que pensez-vous de quelqu'un qui disait finalement la République du Congo est à l'extérieur? Disons qu'une partie de la République à l'extérieur, la diaspora essaye d'incarner, ce que j'appelais, c'est pour ça que j'appelle ça Bakambi. Bakambi, c'est Mokambi, c'est le leader, un leader. Et qu'on le veuille ou non, c'est ça qu'il faut reconnaître, le président Sassou incarne un leadership, un certain leadership. Et ce leadership-là, il y a des fidèles, des gens qui en sont fidèles, qui ont adhéré autour de lui, et c'est là où les gens commettent les erreurs. Moi, j'essaie de, quand j'essaie d'avoir une émission ou quand je rencontre quelqu'un, je vais essayer de voir qui est cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait. Et Internet nous donne beaucoup d'informations. Quand on va sur Internet, par exemple, il n'y a qu'à taper l'Assemblée nationale du Congo. J'ai fait pas vraiment une étude, mais un petit regard. Vous remarquerez qu'il y a en moyenne 9 députés par circonscription, ou même 6. 6 ou 9 par circonscription. Toutes les circonscriptions sont représentées. Toutes les régions sont représentées. L'armée n'y exclut pas, même s'il y a une majorité qui émerge, toujours. Mais quand vous avez quelqu'un qui est un leader et qui incarne le respect, bon ou mauvais, vous avez des fidèles comme le général Oboa, comme d'autres généraux, vous avez aussi des députés, tout le reste, et il faut reconnaître que le PCT et ceux qui y sont, affiliés, sont fidèles et sont tous derrière celui qui incarne ce leadership. Comment l'expliquer si on regarde Infondo, si on regarde un peu le cri de cœur des Congolais qui n'arrivent pas à tenir des boules des fous de fin de mois et qui ont du mal? C'est la question qu'il faut se poser. Comment expliquer que, allez, on va dire, le président Sassou, par exemple, depuis 1979, à part la parenthèse Missouba, incarne à lui tout seul le pouvoir congolais pendant plus de 40 ans? Pourquoi aujourd'hui, par exemple, certains Congolais préfèrent aller étudier à l'extérieur, d'autres préfèrent rester à l'étranger? Moi, par exemple, toi aussi, vous aussi, je pense, si on allait au Congo, on peut créer au moins 5 emplois, minimum, on peut. Mais quand on entend les histoires de ce jeune qui est parti, qui a créé son entreprise, qui se suicide parce qu'il a un contrôle d'impôt, qui n'a même pas de justification, il a un contrôle, on lui demande de se déplacer. On a des gens que l'on connaît, moi je connais des histoires terribles, des gens qui sont partis pour essayer de monter des petites structures et qui se retrouvent parfois incarcérés parce qu'ils n'ont pas voulu donner des parts de société à quelqu'un qui se définit comme votre parrain alors qu'il n'a même pas mis un franc. On n'a pas envie d'aller, c'est pas qu'on n'aime pas le Congo, c'est pas non plus qu'on a peur, mais on se dit à quoi bon? Donc, être fidèle à un pouvoir tout en incarnant quelque chose qui, pour la majorité des Congolais, devient concrétique tous les jours, il faut se poser, ces gens-là trouvent leur intérêt. Et il est comme on le voit, financier, tout le reste. Il ne faut pas oublier que moi, l'image qui me plaît beaucoup, ce n'est pas seulement qu'il marche sur la panthère ou sur le léopard, la peau, c'est la femme qui est à droite. J'aime bien le voir, l'épouse. C'est-à-dire que on dit souvent que derrière un grand homme, il y a une femme. Mais quand le Congo ou tous les pays, quand on regarde Mme Kagame, quand on voit en Europe, on voit les opérations jaunes pour les femmes qui veulent investir dans le social, on le recommande. La question, c'est souvent les hommes sont emmenés à faire à être forts pour plaire à la femme.
Et les femmes jouent un rôle capital que nous oublions. Et quand moi, c'est l'image de la femme à droite. Il faut bien regarder le mari. Il regarde sa femme. Et une image, il regarde sa femme pour lui dire, on y est, chérie. Je suis là. Et ça, il faut poser la question aux femmes, quel est leur rôle dans ce qui se passe au Congo? On pose beaucoup la question aux hommes, mais il faut aussi poser la question aux femmes. Que font-ils pour que les hommes, du point de vue social, par exemple, une photo, le général a des photos de lui sur du vin, de la champagne, on va imaginer que s'il en a comme on est 1000, c'est à peu près, c'est pas loin de 3 à 4 millions. Bon, ça peut peut-être aider 2 ou 3 petits garçons à finir un projet commercial. Oui, mais évidemment, je disais que c'était probablement la dernière question, mais il y a une toute dernière qui m'arrive, c'est de savoir un peu comment interpréter ce genre de soldat fidèle à un homme et non à la République. Qu'est-ce qu'il représente pour la nation? N'est-ce pas un danger finalement? Tout ce qui ne marche pas représente un danger, non? Quand on regarde ce qui se passe au Mali, quand on regarde ce qui se passe au Burkina, on ne peut pas croire, on ne peut pas imaginer qu'un seul instant, au Congo, on se pose la question de savoir si ça va arriver au Congo, parce qu'on sait très bien que les Congolais, si on fait un sondage, allez, on va dire à peu près 60% des Congolais disent pourquoi pas le Congo? Pourquoi ça arrive qu'ailleurs? Donc, je pense que ça va être un danger de voir que les gens ne prennent pas conscience que Kagame le président Kagame a fait une interview dans Jeune Afrique qui résume, hein, les coups d'État ont une conséquence, c'est la mauvaise gestion. Si la mauvaise gestion, s'il y a une bonne gestion, il y aura peut-être moins de coups d'État. Moi, je sais que, je reconnais qu'en Afrique, le métier le plus dur, c'est d'être président de la République, parce que les coups d'État, on peut les avoir n'importe quand. Mais quelles sont les conditions qui remplissent, qui fassent qu'il y a un coup d'État? Raolik, ça fait 2 fois, je crois, deux coups d'État en espace de 2 ans. La première fois, il a remis au civil, ça ne marchait pas, il est revenu, il a dit non, et puis il a mis le pays sous les rails pour pouvoir être aujourd'hui le bel exemple, où tout n'est pas parfait, mais le Ghana est un bel exemple d'une démocratie qui est en route. Donc, et c'est un peu à l'exemple du colonel Assimi Goïta qui a fait aussi un double coup d'État. Après avoir remis un peu les commandes à un civil, il s'est rendu compte que ce n'était pas compatible, il fallait reprendre les choses en main. Alors, nous allons donc aborder le second volet qui porte sur la situation en Afrique. Mais bien avant, une transition d'abord sur vous-même. Monsieur Paul Caius Sebelebe, qui êtes-vous exactement? C'est difficile à définir. Hein. Je suis congolais, je suis franco-congolais. Je vis en Angleterre. J'ai une passion, ma passion, c'est la diaspora. Depuis que je suis rentré, je ne sais pas comment, mais j'aime ça. Je trouve qu'on est une multitude, on a une diversité incroyable. J'ai eu la chance de rencontrer et de parler à des gens différents. On a des tempéraments différents. Moi, je me définis comme un membre de la société civile, un entrepreneur qui essaye de trouver une voie et qui considère que nous avons quitté le Congo, parfois parce qu'on ne voulait pas, mais on n'avait pas le choix. Et je considère que nous avons le droit et le devoir, un peu comme, vous savez, comme les Français ou même les Anglais, un Anglais vraiment de souche, un Français de souche, quand il vient à Paris, il sait qu'il est d'origine corse, qu'il est d'origine marseillaise. Nous, en étant Français, on est d'origine congolaise. Pour moi, le Congo, c'est un peu ma province. Donc, avec la diaspora, je pense que depuis 1992, j'ai participé à mon premier colloque sous Pierre Bergovois. Et il y avait déjà à l'époque Achille Bembe qui présidait une commission sur l'emploi des jeunes. Donc, je me définis comme quelqu'un qui pense que la diaspora est une force et que l'État a tort de ne pas le considérer. Alors, vous avez dit, vous étiez obligé de quitter le Congo, vous n'avez pas le choix. C'est ce que j'ai semblé entendre. Vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Alors moi, j'ai une histoire un peu compliquée, un peu à la fois. Oui, en résumé, en quelques mots. Ouais, en quelques mots, j'arrive au bac et je passe mon bac et je ne suis pas admis en 88. Il y avait la Coupe d'Europe, c'est l'année où la Hollande est championne. Et je ne comprends pas parce que j'étais le premier de ma série D, cette année-là, au bac blanc. Je faisais ça pour la deuxième fois et je ne comprenais pas. Je suis resté devant le tableau et puis je dis non, il y a une erreur, mon nom va arriver. Et j'attendais, je ne voyais pas. Et puis le proviseur, M. Makoso, était là, il me regardait et il appelait mon père pour venir me chercher. Il dit non, le petit est en train de faire une crise devant le tableau, mais il faut venir. Mon père est venu, sans me rendre compte, mon père était à ma gauche. Puis il me dit Caius, mais moi je lui dis non, il y a mon nom qui va arriver. Alors pour couper,
mon père a cherché parce qu'on avait une tante qui était venue à la maison nous dire que, attention, quelqu'un qui cherche le nom de Caius et qui veut l'éliminer au bac. Puis mon père a rigolé, mais c'est impossible, c'est anonyme, on ne peut pas, c'est impossible. Et il s'est avéré que, après que j'ai raté le bac, mon père est allé voir le ministre Ndingoba, personnel, qui lui a dit, bon, si tu es sûr, on va essayer d'enquêter. Puis ils ont fait une enquête qui était très courte, qui a duré une semaine. Et là, ils ont découvert que j'étais admis et j'avais été éliminé en français. Mon professeur avait retrouvé ma feuille, il avait mis 0. Et le 0 éliminé. Le 0 éliminé, on ne comptabilisait plus les autres notes. Alors le ministre Ndigoba a eu cette phrase à mon père, il a dit, on peut rattraper l'enfant, parce qu'il méritait au moins d'être admissible, on peut le rattraper en faisant qu'il soit sur la liste additive, mais la liste additive va lui coller à la peau. Ça va lui coller à la peau comme un enfant qu'on a favorisé, voilà. C'est une seule image. Ou alors il repasse le bac. Puis mon père a eu cette phrase-là, non. La première fois, il n'a pas pu parce qu'il avait vraiment, j'avais un mal d'estomac, j'étais très malade. Et la deuxième fois, il a tout donné. Troisième fois, si ça ne passe pas, je n'ai pas envie de souffrir. Comme il est français, je laisse partir. Pour lui, le Congo, ce n'est pas pour lui. C'est pour ça que mon père m'a dit, comme tu es français, que tu veux faire l'armée, il faut partir. Voilà. Je suis parti parce que je n'avais pas le choix. Tu veux faire l'armée, c'est-à-dire À l'époque, je voulais être pilote. Pilote dans l'armée française, parce que j'étais français. Et je suis arrivé en France, j'ai fait mon concours de l'armée, c'est incroyable aussi, c'est une histoire terrible. J'ai fait mon concours de pilote, et là, on était 17, tous admis, c'était à Bretigny-sur-Orge, tous admis, et j'avais 23 ans, on m'a dit non, ceux qui sont plus âgés ne pourront pas faire parce que nous, on prend de 18 à 20 ans, à 21 encore maximum, mais ils pourront être des mécaniciens, ingénieurs mécaniciens, des avions de chasse. Je me dis, super, pourquoi pas. Et puis donc, on nous dit, on va vous montrer vos chambres, vous êtes tous admis, puis on va vous couper les cheveux, c'est normal. Puis en attendant, on vous montre la défense aérienne française. Donc, un gros poste téléviseur qui monte, qui sort d'une armoire, et puis qui monte. Et là, on nous montre la défense aérienne française. J'étais choqué, je dis, oh là, je me suis dit ça. Le film commence même pas 10 minutes, que je vois un monsieur de petite taille rentrer. Quand je l'ai vu rentrer, mon cœur a battu. Je sais pas pourquoi. Il me dit, je veux parler à M. Bélévé. Je suis derrière la porte. Quand il parlait, j'entends. Et là, il m'appelle dans son bureau et il me dit, on ne vous prend pas. Je dis, pourquoi? Parce que vous dormiez sur votre feuille quand on a fait l'examen. Je dis, excusez-moi, le colonel a dit qu'on était admis. Ben, vous venez du Congo et le niveau est trop bas, je ne vous prends pas. Je dis, c'est le niveau du Congo ou c'est moi qui ai raté l'examen? Il dit, on l'a pris. Non, vous venez du Congo. J'ai été chef d'armée au Congo, j'étais plutôt attaché militaire à l'ambassade, tu sais que les nous du Congo, les pas bons, vous ne suivrez pas, vous rentrez chez vous. Et là, je suis parti, et dans le couloir, le colonel me voit, et puis il me dit, qu'est-ce qui se passe? Mais sérieux, hein? Et le commandant, petit taille, il dit, monsieur a un mal d'Afrique, il rentre chez lui. Il ne veut pas rester. Je ne comprends pas. Mais c'est comme si on m'a mis un fil, je suis bouché, je n'arrive pas à parler. Il dit, comment ça, il ne veut même pas rester pour le stage? Non, bref, je me retrouve dans le bus, et là, je pleure. Et le chauffeur du bus, c'était un militaire, il me dit, mais le rétroviseur, mais pourquoi vous pleurez? Je dis, parce que je voulais rester. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit au colonel? Je ne sais pas. Je n'avais pas la force. J'étais tellement impressionné, j'étais jeune, par un monsieur qui était bien barricadé. Voilà. Et donc, le Congo, là, c'était fini. J'avais plus le Congo dans la tête. Probablement qu'il avait voulu tester votre endurance, mais bon, après, chemin faisant, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Comment peut-on comprendre cela? Je monte un cabinet de consultants, j'ai monté le consulting où j'aide, où je conseille, parce qu'on n'aime pas beaucoup parler de nos échecs, on aime beaucoup parler des réussites. La France, la culture francophone, c'est de parler des réussites. Dans le milieu anglophone, l'échec permet de pouvoir tirer les leçons. Et donc, moi, j'aime bien dire aux jeunes, aux autres, ce qui n'a pas marché. Pour moi, pour ne pas qu'on fasse la même erreur. Et donc, je conseille. Je conseille dans le changement. Je conseille dans un exemple. Un jeune couple qui se marie et qui, c'est même pas niveau entrepreneuriat, mais qui va louer. Je leur dis non, il faut acheter une maison. Ils me regardent, ils sont étonnés. Je dis oui, il faut acheter. On va acheter. Parce que vous allez mettre des loyers à perte. Vous allez payer le crédit d'une autre personne. Alors que la culture chez nous, c'est de se dire, si je prends un crédit
à rembourser sur 20 ans, là, je ne pourrais pas, mon Dieu. Mais les 20 ans, c'est les mêmes si tu es locataire. Hein. Sauf que là, quand tu es propriétaire, tu as mis une épargne de côté, c'est ta maison que tu ne peux plus payer. Peut-être au moment où la banque va récupérer, mais tu peux récupérer le loyer parce que la banque va vendre et puis ce que tu as mis de côté, ce qui te revient va te revenir. Donc, je conseille, mais pour la création d'entreprise aussi, les jeunes, mais pas seulement les jeunes. Donc, nous, on arrive à un âge où on est senior. En Angleterre, la reconversion professionnelle en devenant consultant est normale. Transmettre le savoir de ce qu'on a appris, c'est important. Y a-t-il quand même des entreprises congolaises à qui vous avez partagé votre expérience? Alors, ce qui est triste, c'est ça, c'est là où on va arriver avec la diaspora, c'est ça qui est triste. C'est-à-dire qu'il y a une diaspora très forte politiquement, économiquement, nous sommes, je ne veux pas dire, il y a quelques Congolais qui ont essayé de créer des unités de production. Alors, nous, moi avec d'autres, il y a un qu'on appelait Frikoum, il y a encore d'autres que je peux oublier, il y a moi, on l'a créé, et on était combattus par les Congolais qui pensaient que le fait d'ouvrir une boutique ou 2 boutiques, on ne travaillait pas, donc il ne fallait pas venir. Et les clients que moi j'ai eu à l'époque, c'était plus les gens de l'Est, et j'avoue que la politique m'a rattrapé, donc en 98, j'ai plus allé dans la politique, et je suis revenu en perdant tout. Mais je reprends, et j'ai repris. Et donc aujourd'hui, j'ai fait une formation, je suis reparti à l'école, comme on dit, hein, en tant qu'adulte, je suis reparti à l'école, et sorti de la formation universitaire en se disant que la force d'une communauté, elle est mesurée, non pas sur le plan politique, mais sur le plan économique. Nous avons des jeunes en France, en Europe, en Occident, en Angleterre, qui n'aspirent pas à créer des entreprises, mais qui aspirent à travailler. Moi, ça me pose problème. Donc, moi, j'ai créé Bakambi, j'ai créé mon cabinet de consultant, et je vais aller chercher les Congolais, mais je travaille d'abord avec, évidemment, les Anglais, mais les Congolais, c'est aller vers eux comme du bénévolat, pour dire à nos parents... Et quel est le vrai problème qui se pose avec les Congolais quand tu travailles avec les Congolais? Quel est le vrai problème que toi, tu as identifié au niveau des Congolais? C'est quoi? Alors moi, au départ, j'étais convaincu qu'il y avait beaucoup plus de jalousie et de tribalisme, que les gens ne voulaient pas, parce que bon, là, on prenait du doigt, il est du Nord, là, non, on n'allait pas chez lui. J'ai eu des gens, quand j'allais au restaurant, qui m'ont appelé un soir, je m'apprêtais à fermer. Oh, tu fermes? J'ai dit oui, non, 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 on arrive, on essaie, est-ce que tu peux chauffer le poisson, s'il te plaît, on aime ton poisson. J'ai chauffé, ils ne sont pas venus. Et puis il y a un de le matin qui me disait, celui qui t'a appelé, était avec nous, il rigolait, il se moquait de toi. Ce que je trouve chez les Congolais, c'est un de mes frères qui m'a dit, je donne un exemple, hein, pendant la pandémie, j'ai appelé, je ne vais pas dire qui c'est, mais j'ai appelé un Congolais qui est sur la place de Paris, et en France, qui gère, allez, on va dire qu'il gère un truc médical, et je lui ai dit, écoute, on doit faire quelque chose pour les parents qui sont au Congo, mais pas pour nos parents seulement, même pour les voisins. Achetons des masques, cotisons tous pour acheter des masques. On va donner à quelqu'un au Congo qui va distribuer au quartier. Pas à nos parents, mais les gens du quartier. Donc chacun de nous va trouver dans son quartier un jeune qui va distribuer. Il m'a dit, je connais quelqu'un, tout ça. Je dis, ok, attends. Je dis, ben moi, il se trouve que dans mes relations, il y a un parent qui apparemment fait venir des masques du Sénégal qui sont sur place. Si on peut voir les prix, combien ça coûte. Lui me dit, moi, je fais venir de Turquie. Donc, on a essayé. Je dis, OK, prends les prix, puis regarde. Et il a disparu. Moi, je lui ai envoyé tout, il a disparu. Puis, je l'ai vu sur le net, insulter, dire que voilà, Sassou, on voit la rue au front et les mochis se cachent. J'ai dit, mon Dieu. Je l'ai écrit pour dire, j'espère que tu ne parles pas de moi parce que nous, on veut se battre pour le Congo. Et là, mon frère m'a dit une chose. Il m'a dit, ce n'est pas que les Congolais sont toujours tribalistes, c'est des paresseux parfois. Il y en a qui n'aiment pas créer des projets, construire des projets, écrire des projets. Et que quand quelqu'un commence, au lieu de reconnaître, on lui casse dessus, puis on sort tout. Aujourd'hui, toi, tu as un média. Est-ce que les Congolais savent le nombre d'heures que tu passes derrière ce média pour pouvoir arriver à monter les interviews? Est-ce que les gens savent que ça... Même dire aux Congolais de cotiser 1 franc par mois, ils vous disent oui, mais ils ne le feront pas. Mais est-ce qu'on peut parler là de ce repli identitaire qui pose réellement problème au niveau des Congolais? Oui, le repli identitaire, c'est un peu, comment dire, encore une fois, hein, dans le livre que je cite de Vivre ensemble de M. Korissa, Jean de Dieu, que je recommande vraiment aux gens de lire, il y a un professeur qui explique, on parle du Fundo. Donc, il donne un exemple. Le repli identitaire pousse les Congolais à penser que la faute revient toujours à l'autre. Tout est de la faute de l'autre. Notre communauté, nous on est meilleurs. C'est ce qu'on entend d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Hein. Nous, on est meilleurs. Vous, les Larry, venez ici, je vais vous parler.
Alors, j'avais une image. Vous prenez un Larry qui prend un couple Larry, comme on dit. Monsieur et madame, ils mettent au monde un enfant qui vient de naître. Vous dites à la télévision, vous les Larry, venez. Ça veut dire que ça inclut aussi le nouveau-né. Hein. C'est-à-dire que le nouveau-né, lui aussi, il est inclus, hein, puisqu'il est Larry. Donc lui aussi, il sera responsable de ce qui se passe, de ce qu'une personne ou deux personnes auraient fait, et on reproche ça à un ensemble de communautés. Ce qui n'est pas correct. C'est un peu l'histoire de la Bible, c'est Adam qui commet et puis on punit tout le monde. Alors. Oui, on reproche ça à Adam. Dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est qu'on peut voir aujourd'hui que les hommes reproduisent les erreurs d'Adam et de Ève. On le voit, puisque on reproche aujourd'hui, par exemple, à nos dirigeants de ne pas prendre soin des autres, de ne pas prendre soin du peuple. Donc on voit très bien que ça continue. Mais dans l'histoire des autres, de ceux qui sont à la diaspora, dont on dit qu'ils critiquent beaucoup, un peu de leadership et un peu de modestie pourrait faire que moi, si j'ai affaire à quelqu'un, je ne dirais pas que j'ai affaire au mari. Moi, j'ai une histoire assez terrible. J'ai étudié à Kinkala, au lycée Kinkala. Je dormais à Mundongo, au collège Mundongo. Et j'avais pour papa, M. Makani, j'avais le papa, le proviseur, un homme à la fois sévère et merveilleux. Et donc un jour, je me promenais avec un ami, on était devenus des frères, parce qu'on dormait ensemble. Et lui, il provoque un vieux. Je vais vraiment faire très court. Ce vieux nous parle en Larry, mais alors là, un Larry que je n'ai jamais connu, parfait. Alors il nous dit, vous verrez ce soir, je vais venir vous prendre. La nuit, on n'a pas dormi. On a dit, mon Dieu, il va venir nous bouffer, c'est foutu. Donc le moindre bruit la nuit, on savait que c'était lui qui venait. Parce qu'on pensait que c'était un machuaniste. Et donc la nuit, on était tapé à la porte du vieux Makani, il dit, papa, il y a un vieux qui a promis de nous bouffer là, donc tu comprends qu'il faut que tu veilles sur nous. Puis on a dit, vous me revenez pour ça, lui expliquer. Il a dit non. Et quelques jours après, je repartais au lycée Mundongo pour prendre mon bulletin. J'étais en seconde pour passer en première. Au retour du lycée, je rencontre mon père, qui était nommé commissaire politique à l'époque, à Kinkala, qui causait avec ce vieux-là, mais il parlait téké. Dans ma tête, ce monsieur était Larry. Je demande à mon père, mais c'est un Larry, lui. Il dit non, c'est un téké, c'est mon petit frère. Je dis, comment c'est ton petit frère? Et puis le monsieur me dit, toi, tu es qui? Il dit, mais ça, c'est le fils de Bélépé. Il dit, on téké, c'est mon fils. Mais viens ici. J'avais tellement peur en même temps, je me disais, mon Dieu. Vous imaginez le nombre de gens qu'on traite de ce qu'ils ne sont pas et on juge toute une communauté sur l'erreur de quelques personnes. Je pense que nous avons besoin de ramener la diaspora et de sortir de ce repli. Je disais que ce professeur-là disait ceci. Le Congo importe beaucoup de produits, mais importe très peu entre les régions. Si vous voulez trouver le manioc téké qui doit exister, ou le manioc vili, ou les produits que moi j'ai vu à Kinkala, parce que j'ai vu des fermes, des produits incroyables, je sais que ça existe encore. On parlait du Vienkewa à l'époque. On les trouve à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Mais est-ce que Kinkala, je donne un exemple, hein, est-ce que Kinkala et Infono échangent commercialement? Très peu. Quelqu'un peut produire des chiffres. Est-ce que entre la Lekoumou et le plateau, il y a des échanges commerciaux? Très peu. Non, mais la preuve, comme tu le dis d'ailleurs, les gens préfèrent acheter parfois, je ne sais pas, il faut le dire comme ça, du manioc ou les safos qui viennent du Cameroun que les safos qui viendraient, par exemple, du Poul ou de Ifondo, etc. Mais est-ce qu'on peut finalement penser que c'est une déformation culturelle ou bien c'est aussi un problème du système éducatif qui ne nous a pas aidés dans ce sens? Je dirais que, par exemple, les sociologues, sans être sociologues, les sociologues diraient que c'est un phénomène et c'est ça qu'il faut étudier. C'est nous qui sommes de cette génération, qui sommes des années 60 et même 70, une histoire, Christian. Une fois, il y avait un match, Fenerbahçe contre Galatasaray. Alors, le monsieur prend le micro, il va demander aux supporters de Fenerbahçe, c'est quoi ce conflit qui vous oppose à Galatasaray? Vous détestez absolument Galatasaray. La majorité des supporters de Fenerbahçe disent, on ne connaît pas les origines, mais c'est depuis mon père et ma mère. Moi, j'ai hérité. Pourquoi tu supportes Étoile du Congo? Parce que mon père supporte Étoile du Congo. Pourquoi tu supportes Tottenham? Parce que j'habite comme ça, c'est depuis mon père. C'est-à-dire que nous avons hérité, depuis nos parents, une certaine forme de pensée qui ne nous déconnecte pas, qui ne nous connecte pas à la réalité. C'est comme un peu, je le redis, c'est comme dit ce sociologue-là, c'est on vit dans un présent et un futur qui est là, et nous sommes encore attachés au passé. Là, on entend souvent des gens dire, à l'époque de Youlou, d'accord, on est en 2022. Oui, à l'époque de Mwabi, oui, ben on est en 2022. Oui, à l'époque du... Non, on n'est plus là. Ce qu'on va transmettre à nos enfants, c'est quoi? Eux qui ont étudié,
et qui aujourd'hui sont très bons sur Internet, qui sont capables de vous monter des choses incroyables avec leur téléphone. On ne peut pas leur transmettre la haine de l'autre sans même plus savoir pourquoi on a la haine de l'autre. Parce que nous devons former une force et être cette diversité qui est pleine de richesses. Quand vous regardez les jeunes Congolais aujourd'hui à l'étranger, même au Congo, quand je suis allé au Congo, il y a des jeunes dont je me dis, mais tu n'as pas besoin d'aller en Europe. Tu es trop en avance sur ce que tu sais. Il y a des Congolais qui vous inventent des choses qui sont... Il y a beaucoup de choses. Il y a un monsieur qui disait à la télévision, une fois, non, à télé, il disait, si je dois financer quelqu'un, aujourd'hui, si on lui demande de financer un jeune, il préférerait financer un immigré qu'un Français. C'est sur France 2. On lui pose la question, il dit pourquoi. Mais il dit, mais vous ne vous rendez pas compte. L'immigré, il a un projet, il va réunir sa famille s'il n'a pas les moyens, il va économiser, il va prendre tous les risques pour traverser la mer Méditerranée pour arriver en France, dans le seul but de trouver du travail. Il dit, lui, moi, je le financerai, parce que celui-là a un projet, une vision, et surtout, il a une abnégation pour arriver au bout de ce projet. Imaginez un peu, si nous avions dans la diaspora, ce qui se passe, ce que j'essaie de percevoir, c'est qu'il y a un découragement. Les gens veulent le changement au Congo, il y en a qui veulent rentrer, il y en a qui arrivent à l'âge de la retraite et puis qui se disent, bon, j'ai raté ma vie, ou plutôt, et comment je peux rentrer? Parce que nous avons aussi parfois le droit de critiquer un système. On ne peut pas toujours dire, parce que moi, si je critique aujourd'hui le président Sassou, parfois ce n'est même pas lui qui va se fâcher, c'est son entourage. Mais critiquer, vous savez, la critique est parfois, elle est même importante pour que les choses changent. Un entraîneur doit critiquer ses joueurs, mais un enfant peut aussi dire à son père, tu promets trop mais tu ne réalises pas, ou bien bon, on ne mange pas notre faim. Ça ne doit pas pour autant dire qu'il déteste son parent ou qu'il déteste XY. La diaspora, elle est dans un carrefour de je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus ce que je vaux, je ne sais plus ce que j'attends. Bon, moi, vos histoires de changement, je n'y crois même plus. Alors moi, je veux rentrer en recherche de subterfuges, puis on nous dit, bon, c'est la faute de telle tribu, c'est la faute. Non, il faut se poser une question. Quand on prend une voiture, où veut-on aller? Quand moi, si je prends la voiture pour aller en France, je dois payer le péage, je dois arriver. Si je prends le bateau, je sais que je vais arriver à la frontière, je vais monter le bateau. Si je prends la voiture où je vais arrêter dans le train, je cherche le moyen le plus. Mais il y a toujours des obstacles qu'il faut dépasser. Nous arrivons à un carrefour où, sans se rendre compte, il y a des choses qui se font, même si les gens ne veulent pas le reconnaître, la diaspora y est pour quelque chose. Quand on m'envoie des images pour me dire le président a inauguré l'hôpital Ngoyo, tu as vu, non? Fierté du Congo. Oui, c'est fierté du Congo. Mais si je dois dire, c'est un exemple, qu'à l'époque, comme dit souvent un de nos consultants, on a construit des hôpitaux, tout le monde dit parfait. Mais un hôpital central, comme on le voit, Ngoyo ou, je ne sais plus moi, Djiri, peu importe le nom, à l'époque, on a toujours compris que les dispensaires servaient à désengranger les hôpitaux centraux pour pouvoir permettre un mécanisme de sélection des cas urgents et importants qui allaient à l'hôpital. Et de réorientation, voilà, d'orientation des cas. En construisant les hôpitaux, où sont les dispensaires? Où sont les dispensaires? C'est un peu comme quand on parle de circuit de distribution, on a construit Imbulu, tout le monde dit que c'est un bijou. Personne ne le conteste. Pourquoi on n'a pas en même temps construit le circuit de distribution qui pouvait faire que le courant arrivait dans les maisons des gens? Alors, moi, si je dois être dans l'opposition, ça serait mon cheval de bataille. Le bilan économique, mais il faut le mettre sur la table. Et probablement, c'est la même erreur avec l'hôtel Alima Palace, qui aujourd'hui finalement est en faillite. On est allé construire un bijou comme ça, je dirais dans une forêt, mais on n'a pas prévu d'autres structures intermédiaires qui pourraient faire que les gens s'intéressent à ce milieu et y habitent ou passent un séjour dans ce milieu. Mais il y a même plus basique. Le basique, c'est informer les gens qu'on va construire un hôtel dans quelle région, pour quel but? Pour intéresser les gens. Nous allons construire un hôpital, nous allons construire, je veux dire, moi je construis un karting. La mairie va me dire, monsieur, votre karting, c'est peut-être pour rentabiliser, mais nous, on n'en veut pas à tel endroit parce que là-bas, c'est réservé à autre chose. Allez à tel endroit parce que le circuit, la logistique qui tourne autour, les commerces vont en profiter, les transports sont plus faciles. Tu comprends?
Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on explique aux gens. Et puis les gens, ils adhèrent au projet. Et là, on construit un hôtel qui est aussi un bijou. Et puis, 5 le étoiles. général qui vient, qui dit, ça rapporte rien au Congo. Au contraire, ça dépense plus. C'est combien d'années qu'il existe? Mais là encore, si vous voulez, la diaspora, même les Congolais sur place, il y a des Congolais intelligents. Je ne dis pas qu'au Congo, il y en a. Mais on peut rattraper. Il suffit d'accepter de dire, bon, on a oublions de dire vous avez commis une erreur. Parce que ça, c'est comme si c'est insulter les gens. Mais on peut réfléchir autour de ça. Il est déjà là. Qui peut nous dire ce qu'on peut faire? Comment on rattrape ça pour en faire profiter? Pour qu'économiquement, ça bénéficie. Il y a un jeune qui s'est battu sur, je me rappelle, c'était l'espèce de réserve de Luango, la baie de Luango. Pourquoi on ne le consulte pas? Pourquoi on n'appelle pas? C'est parce qu'il a crié à la radio. Heureusement qu'il est venu dire la baie de Luango va être détruite. Mais il a expliqué encore plus que ça. Ce qui se passe, l'île de Gorée aussi. Ça n'a rien à voir avec ça. Gorée a même été inventé pour petit nous. Mais appelez ce jeune-là et puis dites-nous, bon, on va travailler avec toi, on va voir. On compare souvent la diaspora ouest-africaine avec la diaspora francophone centrale en disant que nous n'apportons rien. Encore que c'est un euphémisme de le dire. Dire ça, c'est un euphémisme. La diaspora congolaise apporte. Aujourd'hui, quand un parent n'a pas de pension, donc vous avez même pour 10 000 francs, hein, est-ce que tu peux me payer 10 000? Il y a des structures où on passe par un ami, tu peux donner à mon père, tu peux donner. Bon, il y a maintenant aujourd'hui des gens qui ont les moyens. Et aujourd'hui, ceux qui ont les moyens au Congo trouvent le moyen de dénigrer. Oui, mais est-ce que réellement on peut parler d'apport lorsqu'on s'arrête à la subsistance, à la survie? Parce qu'évidemment, ce que font les Maliens, c'est qu'ils construisent, ils investissent dans des projets à haute valeur. Mais au Congo, c'est généralement, bon, on n'a pas atteint les bouts du mois, bah écoutez, tenez ceci, faites cela. C'est pour la survie et non pour l'investissement, non pas pour créer les entreprises. C'est là tout le problème, en fait, avec les Congolais. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai un peu étudié ça. En Afrique de l'Ouest, on peut le regarder. Quelles sont les formations des gens qui sont à l'origine des projets en Afrique de l'Ouest? Majoritairement, c'est des gens qui sont sous-diplômés. C'est souvent ce qu'on appelle des éboueurs en France. C'est souvent des gens qui vendent des trucs à la Tour Eiffel, là où il y a le tourisme. D'accord? Ce qu'on ne veut pas dire, c'est que l'État a mis un cadre. Il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, par exemple, les Mourides sont structurés avec une banque financière. Ils ont une banque qui finance. Oui, mais qu'est-ce qui empêcherait donc le Congo de le faire? C'est toujours cette affaire de méfiance, parce que voilà la question que je voulais d'ailleurs poser, parce que tout à l'heure vous parlez de la diaspora, qui souvent, en fait, c'est ce à quoi on assiste hein, sur les réseaux sociaux, qui en fait se narguent à longueur de journée, alors qu'on pouvait bien se servir de ce temps pour l'investir et faire toute autre chose qui apporterait de la valeur ajoutée à peut-être au développement du Congo. Mais on est là en train de s'insulter sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Est-ce que ce n'est pas dû à... C'est pas une déformation culturelle finalement? Les Congolais, c'est un peu ce que... Moi, je peux me tromper, hein, mais c'est ce que j'ai semblé constater, c'est qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont méfiants des Congolais. Et là, on n'arrive pas à comprendre pourquoi exactement. Tout le monde se méfie de tout le monde. La vraie question, c'est à qui ça profite? À qui ça profite? C'est la question en réalité. À qui profite la division? À qui profite cette méfiance qui est instaurée? Moi je pense que quand on décide j'expliquais à un de mes grands, je disais, vous savez, quand Macron est président, il est président de son parti, mais quand il doit aller à l'extérieur, Macron représente aussi la France, et vous verrez très peu d'hommes politiques français dire le contraire. La diaspora n'est qu'à l'image de ce qui se passe au Congo. Il n'y a pas d'exception. Là où c'est déplorable, évidemment, c'est de voir qu'on a accepté de jouer le jeu de la division et de la distraction. Moi, je dis toujours que dans une communauté, il y a des infiltrés. Ou alors, il y a des gens qui ne veulent pas que les gens puissent avancer. Ceux qui pensent qu'il faut toujours que les autres... il y a beaucoup d'analyses hein, sur Internet, j'aime bien lire. Il y a une sœur qui, quand même si les gens ne l'aiment pas, parce qu'elle fait peur, d'autres pensent qu'elle est sorcière, mais moi, je pense qu'elle analyse beaucoup, c'est Clarisse Akola.
elle dit ceci. Au Congo, c'est ça sous l'onde. En Europe, c'est la diasporie. Non pas parce qu'elle les insulte, mais elle dit parce que vous ne prenez pas conscience à la fois de vos faiblesses et de vos forces qui devaient faire de vous une force. La diversité, c'est un peu comme une équipe de football. J'aime bien cette image de, je crois que c'est lui qui disait, c'est Arsène Wenger, je pense, qui disait dans son livre, une équipe de football, quand on voit une équipe de football, un entraîneur, c'est celui qui a la capacité de cacher les faiblesses des joueurs qui ne sont pas à la hauteur du meilleur joueur ou des meilleurs joueurs et d'en faire une bonne équipe. Quand les gens regardent Barcelone, on regarde Messi, on oublie les défenseurs, on oublie les attaquants. Quand vous vous battez, c'est l'image d'un peu, bon, c'est ce que le président a pris, je ne vais pas être méchant, mais c'est un peu ça. Vous avez une souris dans une maison, et puis vous avez le monsieur, madame, qui doivent aller acheter le produit, et puis il y a le mari qui dit à la femme, ah oui, mais non, mais toi, tu vas acheter, je t'ai donné l'argent. Ah non, toi, tu conduis, va prendre l'argent. Pendant que vous vous disputez à qui va acheter, les enfants peuvent pas aller dans la cuisine parce que la souris est en train de faire le patron dans la cuisine. Et pendant que vous continuez à vous disputer, eh ben, elle avait fait un petit trou et puis d'autres vont venir. Donc il faut bien que quelqu'un, à un moment donné, prenne une décision de dire non, ça suffit. La distraction, c'est terminé. Si vous voulez nous distraire parce que vous jouez le jeu, ou si simplement vous êtes inconscient de la responsabilité que vous devez incarner, il faut désormais vous dire que quand je viens, moi, à la télé, je vais vous donner un exemple qui m'a choqué le plus, d'accord? Sans pourtant polémiquer, j'aimerais bien qu'on comprenne ce que je veux. Quand on vient assister au spectacle sur la famille Kolela, les gens oublient que Kolela, père, fils, ils incarnent une certaine forme de respect. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils incarnent une forme de leadership qui peut être limité pour certains au pool, mais qui doit être aussi étendu au Congo. D'accord? Rien n'est parfait. Alors, quand je vois que des Congolais qui vivent en Europe, qui connaissent le droit, et qui doivent enseigner à leurs enfants le respect du droit, viennent nous dire que X a tué, X a assassiné, X, vous pouvez le dire si vous voulez, vous n'avez pas de preuves. Et le bénéfice, le doute, profite toujours à l'accusé. Il faut prouver ce que vous dites. Si nous pouvons être à même si j'en ai la conviction, moi j'ai des convictions quand je me retrouve dans une situation, aujourd'hui, je ne vais pas parler de moi, mais je sais qu'il y a des gens qui ont participé à ce qu'on m'écarte X, Y, là. J'ai eu un collègue avec qui j'ai travaillé. Oui, mais monsieur Ebelebe, lorsque vous parlez des accusations qui sont portées parfois contre un pouvoir donné, est-ce que ce n'est pas là le jeu de la politique? Parce qu'on dit en politique, tous les coups sont permis en politique. En fait, c'est ça aussi le problème. Oui, non, en politique, on est sur un autre terrain. En politique, on est sur un autre terrain. Mais de point de vue sociologique, même en politique, on n'avance pas des arguments sans preuve. Moi, je peux dire, Christian Perrin, j'aurais appris que vous venez souvent en France. Je mets le conditionnel. Je n'affirme pas. Moi, je sais que tu viens en France. Je ne peux pas prouver ça. Mais je peux être sous le conditionnel. On nous a appris les verbes que je n'étais pas fort à conjuguer. Mais je peux dire, il me semble que vous avez une tendance un peu trop pessimiste, parce que, ou bien une tendance de l'opposition, parce que voilà, moi j'ai des amis. Ce que je disais, j'ai un collègue avec qui j'ai travaillé qui apprend que, au cours d'une conversation, j'ai permis à une personne d'écouter toute la conversation. Ce qui est faux. J'ai eu un réflexe, mais la personne n'a pas. Ça a duré 5 minutes, c'était la fin. Au moment où vous et moi on finit de parler, bon, la personne rentre dans la voiture, et puis c'est une conclusion, je ne vois pas l'importance de prendre. Nous avons parlé pendant 2 heures, elle n'a pas écouté. Mais la personne apprend que par cette personne qui était avec moi dans la voiture, j'ai tout écouté. Et puis, elle a cru. Non, mais moi, je vous comprends très bien. Je voulais un peu insister. Oui, monsieur Ebelebe, je voulais insister sur quelque chose. Nous parlons ici de la politique. Et vous vous souviendrez de ce que disait d'ailleurs Mandela. C'est toujours l'oppresseur qui définit le mode du combat. Quand l'oppresseur utilise la force, eh ben, l'oppressé est bien obligé, lui aussi, d'utiliser la force. Quand il utilise la ruse, l'oppressé aussi utilise la ruse. Quand il utilise du mensonge,
l'oppressé est bien obligé d'utiliser le mensonge. Alors, c'est le cas de figure du Congo, parce que même lorsqu'on parle de la politique au Congo, en réalité, c'est quoi la politique au Congo? Est-ce que c'est réellement la politique? Parce que la politique, on nous dit, c'est servir la nation, servir un État, être au service de l'humanité, de son État. Mais est-ce que réellement ce qui se fait au Congo, c'est de la politique? Moi, je veux dire que sans être un politicien, je dis toujours que ceux qui vont en politique doivent savoir qu'ils rentrent dans une mare de crabe. Oui, politique au Congo. Moi, je voulais qu'on circonscrive les choses. Politique au Congo. Avec des crocodiles. Quand je vois l'opposition, je donne un exemple. Moi, si je suis opposant, je n'irai pas faire appel d'une décision électorale au Conseil constitutionnel. Je sais que ça sera perdu d'avance. Faut pas aller faire appel, ça ne sert à rien. Et donc, il n'y a pas la politique au Congo. C'est ce que ça veut dire. Il y a la politique, mais pas telle que vous la concevez. Ce n'est pas la politique comme en Europe. Bon, il y a une opposition. Non, mais écoute, peut-être que je peux me tromper. Lorsqu'on a confisqué les médias, on a confisqué la justice, on fait obstruction aux droits et libertés fondamentaux, lorsqu'on confisque le pouvoir, l'alternance politique, est-ce qu'on peut parler de la politique à ce moment-là? Je vais te poser une question. Tous ces présidents qui ont été élus dans des commissions dont on connaît, Internet coupé et tout le reste, comment les Occidentaux les appellent? Présidents. On voit le Mali, où le président dit, voilà, moi je veux changer les choses. Je veux arrêter la corruption, parce que quand on commande un avion pour 100 000, il devient 300 000. La France dit, toi, tu vas quitter. Nous, on veut l'ancien système. Ceux qui nous obéissent, ceux qui font comme nous. Pourtant, la France est une démocratie, mais elle nous montre qu'elle n'en est pas une. Et qui plus est, c'est un bel exemple de la démocratie qui dit, moi, je fais de la politique. Mais on voit très bien que la politique, moi, j'aime bien le livre d'analyse sur Machiavel. Pas Machiavel, le livre même de presse, je l'ai lu, mais l'analyse sur Machiavel, qui dit que Machiavel, lui, personne ne l'avait compris. Certains l'avaient compris. L'analyse dit ceci. Machiavel, pour le résumer, c'est quelqu'un qui pleure, qui dit que l'Italie a été envahie par les étrangers, que la politique n'y est plus telle que nous, on la concevait, et c'est devenu un désordre, et où l'Italien n'a plus sa place. C'est l'étranger qui dirige. Tu ne penses pas que tu ne penses pas que ça soit la même chose au Congo? La politique n'y est plus. C'est là où nous sommes. Oui. C'est là où nous sommes. Moi, je suis d'accord, c'est là où nous sommes. Qui va venir libérer le Congo? Mais le Congolais attend que ce soit d'autres qui le fassent. Et quand quelqu'un se lève, la seule chose que nous voyons, il est mochi, il est larry, il est teké, donc personne ne veut le soutenir. C'est ce que dit Boukadja d'ailleurs. Boukadja qui a commis l'erreur au départ de venir avec le République Congo avec K. Il a commis cette erreur-là. Maintenant, il comprend qu'il faut unir les Congolais. D'abord, viens t'excuser, viens expliquer aux Congolais que tu as compris que l'unité c'est mieux que de dire à l'époque tu voulais le K. Maintenant, tu dis non, on veut s'unir. Parce que les Congolais sont méfiants aussi. Et lui, il avait dit K. Bon, maintenant, il revient avec l'unité, on ne comprend pas très bien ce qu'il nous raconte. Mais il dit la même chose. Il dit, au Congo, ce n'est pas la politique telle que vous la voyez avec un parlement, le prochain côté, qui vote les lois. Moi, j'ai le président de l'UPADS qui, tous les vendredis, il est avec nous. Quelqu'un qui est très ouvert, M. Mawel. Mais il dit quelque chose de vrai. On ne peut même pas, en tant que député, même pas en tant que conseiller municipal, s'opposer. Même quand on s'oppose, ce qu'ils veulent faire sera fait. Donc, on est à un autre niveau de la politique. On est à un autre niveau qui peut, selon les gens, qualifier comme on le veut, barbare, extrême, ou pas du tout. Mais c'est de la politique conçue par ceux qui l'ont mis en place. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est en face qui s'oppose à ça? C'est là où on cherche les vrais leaders. Qu'est-ce que vous avez mis en face? Vous avez mis qui? Quel est le système qui s'oppose? Le système qui consiste à venir dire, bon, ils ont créé l'article 157, vous ne voyez pas ça venir? Vous ne voyez pas venir que ce pouvoir a une politique de maintien au pouvoir et qui s'appuie sur toutes les régions. Je dis bien sur toutes les régions. Aujourd'hui, en juillet, on va aux élections législatives. Tous les députés vont se représenter. Il y a un homme du PCT qui a dit que ce n'est pas possible, un jeune. Mais on ne peut pas être député pendant 15 ans, n'avoir rien fait dans sa circonscription. Avoir été 3 fois réélu, quel est le bilan? Chaque année, en décembre, on reçoit les gens, on leur donne à manger. C'est ça le bilan. Chaque fois qu'il y a des élections, on nous montre la couverture. Oui, mais n'est-ce pas là la conséquence de ces hommes qui sont sélectionnés et imposés, c'est-à-dire choisis par le régime qui est là, mais des hommes qui ne sont jamais élus, parce que celui qui est élu, quand il ne travaille pas, il y a une sanction qui s'impose
À la limite, au prochain mandat, la population dira « nous ne voulons pas de ce monsieur ». Mais curieusement, au Congo, qu'on travaille, qu'on ne travaille pas, ou je prends le cas de ceux qui ne travaillent pas, vous expliquez là des gens qui reviennent vers décembre pour vous donner quelques, je ne sais pas moi, quelques kilos de riz, de l'huile, et c'est ce qu'on voit chaque fois, chaque année d'ailleurs. C'est des images qui humilient le Congo, qui humilient la population congolaise. Et sont ces personnes-là qui, malheureusement, après une élection législative, seront encore maintenus députés. Ce n'est pas parce que la population a voté pour eux, mais c'est parce que le système voudrait que ces hommes-là soient là pour continuer à soutenir le système. Voilà ce qui se passe au Congo. On ne peut pas blâmer la population. La population, elle va, évidemment, elle s'exprime dans les urnes, mais après, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les résultats sont... en fait, comme qui dirait, les dés sont pipés d'avance. On ne peut pas blâmer la population pour cela. Non, il ne faut pas blâmer la population. Je ne suis pas en train de blâmer. Je ne pourrais pas blâmer la population. Mais il y a des choses que la population peut faire. Elle a un pouvoir de faire. Il y a des choses que la population peut faire. Moi, je prends toujours l'exemple dans une famille, quand quelqu'un est élu, il devient le roi de la famille. Il devient le roi. Tout lui est permis, tout lui est autorisé. Et parfois, la personne oublie même qu'elle est simplement naturelle, qu'elle est humaine. Et ce n'est pas parfois la faute de la personne, hein. C'est aussi l'entourage. J'ai vu des scènes où, vous savez, les gardes du corps, le protocole, lui montent la personne, la rendent d'une certaine manière Dieu. Et vous, quand vous venez avec votre petit conseil, de dire non, mais est-ce qu'on peut penser à électrifier là? Toi, tu es qui? Ce n'est pas la personne qui parle, c'est le protocole, c'est l'intérieur. Dans le même sens, il faut dire que lorsqu'on est responsable, lorsqu'on a des responsabilités, il faut une dose de sagesse aussi, parce qu'il ne faut pas toujours dire que c'est l'entourage. Donc, demain matin, un président, aussi despote soit-il, dira ben, « c'est pas moi ». C'est l'entourage. Un ministre dira, ce n'est pas moi, c'est l'entourage, j'étais en train d'obéir. Et l'autre aussi dira, c'est l'entourage. C'est jamais eux, c'est toujours les autres. Lorsqu'on est responsable, il faut une dose de sagesse pour savoir que ça, je ne peux pas faire et c'est pas humain. Ceci, je ne peux pas faire parce que ce n'est pas compatible. Ça aussi, je ne peux pas faire parce que les gens m'ont demandé de le faire. Sinon, après, on se perd et on n'est plus... bon, voilà. Parce que, et je répète, j'insiste là-dessus, lorsqu'on est responsable, une dose de sagesse s'impose. On ne peut pas écarter la responsabilité des chefs. Hein. Ça, il ne faut pas l'écarter. Ça, c'est normal. Ils sont les premiers responsables. Mais ils sont soutenus dans leur système par une partie de la population. Moi, je prends un exemple qui peut-être n'a rien à voir. Prends la diaspora. Elle sait que nous avons, parfois le matin, des difficultés pour tenir les bouts du mois parce que le salaire est parti, les charges sont parties. Mais on reçoit parfois des coups de fil. Est-ce que tu peux m'envoyer ci, m'envoyer ça? Même si c'est rare, même si on se moque de nous, on sait que quand il y a un problème, ils nous appellent en nous. Est-ce que la diaspora s'est posé la question? Comment nous pouvons renverser cette tendance? Question. Le bouquet africain, ce que j'appelle avoir un pouvoir. Le bouquet africain, c'est un contrat qui a été signé par une firme, aujourd'hui gérée par Bolloré, qui contrôle l'ensemble des décodeurs d'Afrique. Tout le monde a souscrit à ce bouquet. Tout le monde, pratiquement en France. Les Congolais, 150 000 étaient, jusqu'à certaines dates, en région parisienne. Moi, j'ai fait un calcul. Télécomo est sur le bouquet africain. Les gens ont souscrit. Il y a bien quelqu'un, parce que quand le bouquet africain a le monopole de diffusion, par exemple, sur la France ou sur l'Europe, ça veut dire qu'il paye une redevance au Congo pour avoir ce monopole-là. Mettons que cette redevance est à 20 centimes. 20 centimes. Vous avez un bouquet sur SFR, oui, et je crois l'autre, c'est Free. 3 bouquets. 25 000 personnes souscrivent. C'est 5 000 € par bouquet, par mois. 15 000 € par mois que le Congo gagne. Où va cet argent? Puisque ici, en Angleterre, il y a un débat sur la qualité des services offerts par BBC, et l'État dit la licence qu'on leur paye devrait être remise en cause, puisque BBC est devenu un mastodome et ne fait plus ce pourquoi il avait été créé. Télécomo a une qualité d'image, tout le monde déplore. Mais 15 000 € par exemple, par mois, lui est versé par les Congolais d'Europe. J'ai dit à un gars un jour, Bolloré, vous savez que vous tous vous êtes pratiquement abonnés à Canal+.
Imaginez que vous coupiez pour avoir une influence. L'Afrique du Sud s'est libérée avec ça, avec ce genre d'action. Si vous ne prenez plus Air France que vous prenez Ethiopian Airlines, où est le problème? Vous n'arrivez pas au Congo? Pourquoi les Congolais qui ont un pouvoir économique considèrent que non, les autorités ont plus de pouvoir que nous? Je prends un exemple. Moi j'ai regardé l'étude que le ministère français des Affaires étrangères a publiée. Il y a au Congo 4500 Français. 4500. Ils étaient 6500, 6900 en 2015. Et ils étaient après 6400, 6600, toujours en 2020, en 2017. Aujourd'hui, ils sont 4500. Ils vivent où? Ils ne voient pas la misère du Congo? Nous, on nous dit qu'on n'est pas en France, en Europe, nous ne sommes pas intégrés, on n'est pas communautaire. Je m'appelle Paul. Zemmour dit, vous changez de prénom. Moi, je suis allé chercher du travail avec le nom Paul Delacroix. J'ai passé les tests, j'étais admis. Sur la liste, on nous dit, on va retenir 20 personnes. Optique, grand petit col à l'époque à la Défense. On va retenir 20 personnes. Quand vous venez dans l'ordre, si vous êtes premier, c'est que vous étiez le premier au test. J'étais troisième. Paul Delacroix qui a eu ses bélébés, le monsieur m'appelle, la dame m'appelle, je lui dis c'est moi. Elle cherche encore quelqu'un d'autre. Je lui dis madame c'est moi. Elle m'emmène dans la salle pour parler au monsieur qui était chargé de nous dire où j'allais passer mon stage de 2 mois avant d'intégrer la société. Qu'est-ce que la femme a fait dans mon dos, puisque je regardais le monsieur en face, elle était dans mon dos. Je l'ai vu faire ça, pas la peine. Et le monsieur, il me dit, excusez-moi monsieur, mais pourquoi vous êtes là? Je dis, parce que je suis le deuxième. Oui, mais vous n'avez pas compris. On ne prenait pas les 20. Vous avez affiché les noms des gens qui ont échoué. Oui. Donc, nous avons un pouvoir, mais nous ne l'utilisons pas parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons. Si vous voulez obtenir des choses, monsieur Colin Makosso dit, je veux faire de la diaspora un relais avec votre pays. Et comme on l'a crié, bon, non, ils m'ont. Prenez-le au mot. Bon, mais attends, monsieur Ebelebe, vous dites, monsieur Collinet qui veut faire de la diaspora une force, je ne sais pas quoi, économique ou comment, mais est-ce qu'il s'est posé la question pourquoi ces Congolais se sont retrouvés dans la diaspora? En plus, bon, lorsque nous disons diaspora, de quelle diaspora on parle en fait? Dans sa diversité, un peu partout dans le monde, ou bien de la diaspora française? Mais merci. Mais sur ce, je dis, prenons-le au mot. Il dit, je veux, mais prenons-le au mot. La diaspora ne se limite pas à Paris, ne se limite pas à Londres, pas aux USA. Je dis, moi, j'ai voyagé avec des Congolais qui venaient de Abu Dhabi. Ils étaient 2. Mais les Congolais sont partout aujourd'hui. Mais on ne fera pas le crédit de pouvoir, même si on ne les aime pas ou si on ne veut pas affronter M. Makosso et son gouvernement, mais on ne fera pas le crédit de les affronter en leur disant nous allons constituer la diaspora à faire une force, qu'on le veuille ou non, ils sont les autorités du Congo. Hein. Mais est-ce que les membres... Caius, je vais un peu t'arrêter à ce niveau parce que c'est une anecdote, probablement. J'ai vu, moi j'ai un frère, je vais te témoigner ça comme ça, un frère à moi, que je ne dirai pas le nom, qui était en France, en fait, qui est arrivé en France pour une formation. Terminé, il a commencé à travailler. Alors, il était parmi, en fait, il commençait déjà à entreprendre en plus. Denis Sassou Nguesso est arrivé en France, a demandé à ces jeunes Congolais, ceux qui voulaient rentrer au Congo, on devrait les accompagner. Donc, il a même dit, je vous attends au Congo. Oui. Ces jeunes se sont constitués, ils étaient nombreux. Ils sont rentrés au Congo. Dans les années, je crois, 2019, 2010, un truc comme ça. Ils sont rentrés au Congo. Mais quand ils sont arrivés après, ils ont été abandonnés. Oui, on a vu aussi des Et mon cadet à moi avait même du mal. Il a eu des sérieux problèmes pour repartir en France. Je lui ai même dit, mais pourquoi tu es venu? Il me dit, mais on nous a rassurés. C'est le président qui nous a parlé. Nous étions dans la salle. Le président a dit, faites la liste. Voilà ces gens-là qui sont rentrés au Congo. D'autres, je ne sais pas s'ils sont repartis en France, mais je crois qu'il y a d'autres, finalement, leur carrière s'était arrêtée là. Et lui, pour repartir, il a passé près d'1 année en train de chercher comment repartir en France. Et vous vous dites que M. Collinet Makosso demande à la diaspora de se rassembler ou de se constituer pour en faire une force économique, je ne sais pas de quoi. Est-ce qu'au Congo, il n'y a plus de Congolais? Il y en a plein qui ne travaillent pas au Congo. Vous avez dit d'entrée de jeu qu'il y avait quand même des têtes, non? Il y avait des têtes bien faites au Congo. Il y a des gens intelligents, il y a des jeunes qui créent, qui inventent. Il y a des jeunes qui ont des projets.
Et je me rappelle encore dans les années 2012-2013, par là, M. Collinet a géré un projet. En fait, c'était un fonds de soutien au partenariat juvénile. Ce fonds faisait 1 milliard de francs CFA. L'argent avait été décaissé. Posez la question à M. Collinet, où est passé le milliard? Alors, le même monsieur vient vous dire, je veux faire de la diaspora congolaise. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit quand même un peu regardant sur ce genre de choses. Et dernièrement, on est venu nous fouiller. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce recrutement qu'on est venu faire en France. Qu'est-ce que ça donnait aujourd'hui? Est-ce que vous avez suivi ce dossier-là? Oui, il faut bien... Je crois qu'on doit être regardant, non? Et puis je disais, ma question était de savoir, est-ce qu'il s'est posé la question de savoir pourquoi ces Congolais, autant des Congolais se retrouvent à l'extérieur? Au départ, je vous ai même dit, que pensez-vous de celui qui disait, de ce monsieur qui disait que la République du Congo est à l'extérieur? Parce que moi, je suis en train de constater, je suis là devant un média, mais je reçois presque tout le monde et je me rends compte que finalement la crème congolaise est à l'extérieur. J'en reçois tout le temps. Question, monsieur Perrin, ce qu'il faut comprendre. Oui. Moi, je dis qu'il faut prendre les gens au mot, je n'ai pas dit qu'il faut rentrer. Sans pour autant être dans les polémiques et les coups de poing, ou comme on dit chez nous. Moi, je travaillais dans les assurances à Paris quand le président Lissoba était président. Et il a publié dans Jeune Afrique Économie Cap 2000. Cap 2000, je l'ai lu et relu. J'en ai fait même un livre de chevet. J'ai dit à ma femme, je rentre au Congo. Non, le président Lissoba veut changer le Congo. Et j'ai démissionné, je suis parti au Congo. Un an même pas, je suis rentré en France. J'étais complètement déçu. Et rien n'était mis en place. Rien n'était mis en place, les structures. J'ai été parmi ceux qui, dans notre débat, j'ai interpellé le président du PCT et je lui ai rappelé que quand le Premier ministre Makosso vient pour dire que les Congolais doivent être le pont, je lui dis il faut faire un état des lieux. Il y a des Congolais qui ne rentreront jamais. Moi, le premier, si vous me dites, aujourd'hui, M. Makosso, le Premier ministre, vous reçoit à Paris, je n'irai pas parce que je sais que c'est du blabla. Mais soyons aussi pragmatiques. Et il faut avoir l'honnêteté d'aller le leur dire. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils disent? Comment le leur dire? Si aujourd'hui, il vient à Paris, j'irai à Paris. Si c'est bien organisé, je lui dis à M. Makosso, je ne crois pas à votre projet. Parce que voilà ce que vous avez fait dans le passé. Qu'est-ce qui aujourd'hui va changer? Parce que si nous voulons être demain matin, pour ceux qui aspirent à diriger le pays, il faut qu'ils apprennent à affronter leurs adversaires. Et c'est ce qu'ils disent au Congo. Vous vous cachez derrière vos claviers, vous ne parlez pas, vous êtes désorganisé. Moi, je n'ai pas, c'est pas un problème. Mais est-ce que ce n'est pas là une campagne de déstabilisation, de dénigrement? C'en est une. C'est de bonnes guerres aussi. C'est aussi de bonnes guerres. Mais dire aujourd'hui à quelqu'un, moi, vous savez, moi j'ai été au PCT, j'ai démissionné. Moi j'ai fait, quand le président Sassou est rentré, nous on était parmi ceux qui faisaient les réunions, on était sûr qu'il ne partait pas le pouvoir. Et j'étais celui qui a été mis dehors par le PCT, et puis tout le reste. On m'a mis dehors comme un chien. On m'a fait passer pour tout ce que je n'étais pas. Mais c'est une campagne qui a été faite. Est-ce que je suis naïf? Je ne suis pas, je ne pense pas être naïf. Je pense que nous devons avoir des Congolais, je le répète, qui ont le courage de prendre le devant d'une structure qui va représenter les Congolais et de ne pas faire rentrer le loup dans la bergerie. Parce que la communauté congolaise, il faut le savoir, je vais citer deux, de France et de Londres, ont souvent fait rentrer des loups dans la bergerie qui sont vite repartis. D'abord, ils viennent comme des exilés et après on les retrouve au Congo, hommes d'affaires. Assez bizarre. Ils viennent exilés politiques et ils sont repartis intégrés. D'autres deviennent des hommes d'affaires et on ne peut pas justifier l'origine des faux. Moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut créer un conseil représentatif des Congolais. Mais je considère qu'il faut aussi réfléchir à l'importance. Parce que, comme disent d'autres, on va vite se faire manipuler par les leaders. Donc, je ne suis pas pour dire qu'il faut rentrer. Je connais moi-même, j'y ai vécu de pouvoir dire je rentre, faire ci. J'ai vu comment ça se passe. Non, je ne suis pas dans cette logique d'abandonner aujourd'hui. Je ne pourrais même pas supporter de rester où il n'y a pas de courrier, pas d'eau. Il y a des moments, je vais au Congo, au bout même pas une semaine, 3 jours, je me dis qu'est-ce que je fais ici? Je me pose la question. Et je trouve qu'au Congo, les gens sont incroyables de pouvoir sourire avec les difficultés de
de se réveiller parfois à 3 heures du matin pour prendre l'eau. Il y a plein de trucs au Congo. Est-ce que pourtant on doit abandonner? Non. Est-ce que pourtant on doit baisser les bras? Non. On réfléchit. Comment on fait? Et c'est là où je trouve que l'opposition me pose problème. Et vous croyez en l'opposition congolaise? Ils ont le mérite d'exister. C'est maintenant à la diaspora d'offrir autre chose. La diaspora doit offrir. La bonne question, peut-être que je n'ai pas bien posé ma question. J'allais juste savoir, face à un régime totalitaire, est-ce que l'opposition peut Et à la hauteur à sa raison? Non, à sa raison d'exister. Vous l'avez dit en fait, hein, au début, quand vous posez la question. J'étais dans un taxi au Congo une fois, et puis il y a un taximan qui me parlait, sans que je dise que je viens d'Europe. Il était convaincu que je viens d'Europe. Il me dit, vous savez, si vous vous moquez souvent des gens qui sont opposants au Congo, vous ne connaissez pas le calvaire qu'ils vivent. Un opposant qui crie dans la rue, qui dit qu'il va faire un meeting, le lendemain, on débarque chez lui avec l'armée, la nuit, les torches, on le terrorise. Mais n'est-ce pas parce qu'ils se sont trompés du terrain de la bataille, non? Je te dis, moi je l'ai dit tout à l'heure, ils sont rentrés dans un panier, dans une mare de crabes et de crocodiles. Il faut savoir que le président Sassou, il est en place depuis 40 ans. Il a prévu ce qu'il fait. Hein. Et vous savez qu'il parle très peu. Et nous, on parle beaucoup. On dit beaucoup de choses qu'on ne fait même pas. Il faudrait peut-être qu'on revienne sur Terre et qu'on réalise qu'est-ce que nous voulons. Et quelles sont nos forces et nos faiblesses. C'est ça qui est important. Alors, le management... Ils nous baladent. On reçoit des gens... Oui, je disais au management, puisque vous êtes chef d'entreprise, hein, on sait que pour bien mener un combat ou pour réussir un projet, il faut d'abord connaître sa cible, bien entendu. Mais là, dans le cas des opposants, comme on l'a dit, apparemment, c'est des gens qui réellement ne savent pas ce qu'ils font, où ils vont, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, monsieur est là, vous l'avez rappelé, 40 ans durant, en train de présider au destiné du Congo, de main de fer d'ailleurs, et tout le monde le sait que c'est pas moi qui le dis en fait. Les rapports le disent, le Congo est une dictature. Okay, l'indice de la démocratie est vraiment, vraiment faible. Donc, c'est une dictature. Mais comment se fait-il que lorsqu'on a su ou lorsqu'on sait que c'est une dictature, on se fait opposant sous une dictature au lieu d'être un résistant? Je crois que là aussi, il y a une erreur de stratégie. La résistance, il y a des mots qu'il faut... Parce qu'on ne peut pas vivre dans un vase clos. On vit dans un monde qui est globalisé. Le résistant est souvent perçu comme un guerrier. Le terme résistant veut dire guerrier. Et l'opposition est plus moderne, même si ça veut dire résistance. Vous savez, en France, je prends l'exemple de la France, c'est le pays qui est après comme notre colon, donc on prend la France comme exemple. Même en Angleterre, il y a des termes qu'on n'utilise plus. Par exemple, on ne dit plus éboueur, on dit technicien de surface. On ne dit plus caissière, on dit hôtesse de caisse. Il y a des termes oui, qui mais se modernisent. Quand un pays est pris en otage, que font les citoyens? Ils résistent pour libérer ce pays, non? Oui, tout en étant opposant, on peut être résistant. Opposant, enfin, ma conception, hein, un opposant, c'est dans un système démocratique, parce que le système de jeu, les règles du jeu sont claires. On va aux élections, le plus méritant gagne, ok? Lorsqu'on a gagné les élections, on est président de la République. On a gagné les élections, on est député, etc. C'est ça l'opposition politique en plus. Mais face à un dictateur, à un tyran qui s'arme tous les jours et qui a fait de l'armée une milice à lui, vous dites être opposant dans un système comme ça. Et les gens n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris que nous sommes face à une dictature qui broie tout le monde. Dès lors que vous vous affichez, vous êtes identifié comme une menace pour ce pouvoir, eh bien, je crois que votre sort, tout le monde peut l'imaginer. Et ce n'est plus un secret. Tout le monde sait ce qui se passe au Congo. Comment se fait-il que face à un tel système, on continue à se dire opposant? Non, je crois qu'à un moment donné, une prise de conscience s'impose pour savoir, j'ai mené cette lutte pendant des décennies, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Qui est en face de moi? Une fois que je me suis posé ces questions, dès que j'ai trouvé les réponses, je peux continuer. Mais sinon, refaire les mêmes choses pour prétendre avoir les résultats différents, il y a des termes qu'on ne peut peut-être pas prononcer ici, mais je ne pense pas que cela soit intelligent. Alors, il faut vraiment, il faut comprendre les gens. Hein. Quand on est
en relations internationales, la diplomatie est très importante. La diplomatie, elle joue un grand rôle. Quand on aspire à diriger un État, on doit essayer de se mettre dans la peau de ceux qui vont être nos partenaires. Et c'est d'ailleurs ce que définit très bien le ministre de la Coopération aujourd'hui, public partenaire, c'est privé, non, c'est ça Il est dans la peau de quelqu'un qui va être président, mais il ne le dit pas. C'est là où je trouve que l'erreur de beaucoup de gens, c'est de venir sur Internet et puis dire des choses qu'on peut dire en privé, avoir des stratégies en privé et travailler en privé dans un calme absolu. Pas besoin mais c'est une attitude, M. Ebelebe, ça c'est une attitude, c'en est une autre. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, par exemple, de ce que dit M. Jogel, le ministre des Affaires étrangères malien? Il y a des mots qui ne mâchent plus. Très bon diplomate, hein? Ben, bien entendu, il y a des choses qu'il dit. Non, mais très bon diplomate. Qu'hier, on ne pouvait pas les prononcer, mais aujourd'hui, ils le disent parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, on est devant des prédateurs, des gens qui ne veulent pas nous comprendre, qui veulent continuer à dominer. Alors, nous prenons nos responsabilités. C'est aussi cela la diplomatie. Vous aurez noté que l'armée et leur pouvoir refusent le mot junte qu'il aurait adossé. Hein. Ils refusent, ce qui est comme l'équivalent des résistants. Ce que je veux dire, c'est que la résistance, à l'époque, quand on parle de Machoua, de Botafogo, par exemple, ils étaient face à un adversaire qui était le colon et qui venait pour terroriser et prendre le pouvoir. Ils sont rentrés en résistance, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur identité pour devenir anonymes, pour aller se battre. C'est ça la résistance. Quand on décide de porter cravate et veste, de devenir en politique, de siéger à l'Assemblée, comme on le voit avec des autres partis, on est opposant. C'est comme ça que je définis les choses. Opposant à qui? Au régime en place. Mais attention. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui revêt le terme d'opposant pour certaines personnes? Moi, je prends un exemple on est tous, on reçoit des infos, hein, aujourd'hui, on a des infos qu'on n'avait pas avant avec les médias. Il m'a été rapporté, je ne peux pas prouver, mais c'est ce que j'ai compris, que certains leaders politiques ont pu s'acheter des maisons d'une valeur de plus de 100 millions en cash au Congo. Là, on se pose la question, ça c'est quel leader? Comment un leader aujourd'hui peut se retrouver avec 100 millions pour acheter une maison dans un régime qui l'oppresse? Vous n'avez qu'à faire les listes, hein, des gens qui sont opposants et qui peuvent s'acheter des maisons comme ça avec 200-300 000 en Europe, en France. Et vous dites, hein, bon, c'est les opposants. Moi, je veux bien. Mais il y a des opposants. Georges Marchais était un opposant. Mandela n'était ni opposant ni résistant. Il se définissait comme un libérateur. Hein, il voulait libérer l'Afrique de l'apartheid. C'était un résistant au régime d'apartheid. Oui, il se définissait comme libérateur. Mais un résistant. Oui, mais un résistant dans tous les cas, parce que de toute façon, il était à la tête de l'ANC et nous savons ce que l'ANC a fait. Mais tu ne sais pas le mot résistant. Parce qu'il savait qu'il y a des termes qui permettent à ceux qui peuvent vous soutenir de ne pas vous soutenir. Et nous, c'est ça que je dis qu'on a besoin. Mais n'est-ce pas là une hypocrisie diplomatique, ça? La politique, oui. Quelqu'un disait, pendant que les populations africaines, par exemple, meurent dans la misère, la pauvreté imposée par ces régimes, les institutions internationales, la communauté dite internationale n'intervient jamais. On peut tuer, massacrer sa population, on peut l'affamer, comme on le voit d'ailleurs, mais une fois que les hommes ou certaines personnes prennent leurs responsabilités, eh ben là, à ce moment-là, on commence à ouvrir les yeux pour dire, écoutez, ça, c'est pas normal, là, c'est une violation. Dans le même temps, parce que vous voyez un peu ce qui se passe, prenons le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, mais là-bas, c'est trop loin chez nous. Nous avons un monsieur qui a violé la Constitution pour s'enraciner qui a même ouvert le vent de ses troisièmes mandats. Quand on a violé la Constitution pour demeurer au pouvoir, n'est-ce pas là un coup d'État? C'est pas une violence, ça? Pourquoi est-ce qu'on reprocherait aux soldats qui viennent balayer ces despotes? Et là, la communauté internationale monte au créneau. Je crois qu'il y a une hypocrisie à ce niveau-là, qu'il faut aussi à un moment donné repousser. La politique, pas fait donner de chance. Attention à la question. La politique, c'est pas l'entité. La politique, pour certains, c'est un art de compromis, quitte à perdre même son âme. Et pour moi, c'est un art de concession. Il faut faire des concessions sans autant perdre sa dignité. En ce moment-là, vous n'êtes pas nombreux en politique dans ce cas-là. Et quand vous êtes dans le compromis, ils sont nombreux. Il y a des gens qui perdent leur dignité parce que, bon, il faut qu'ils aient des honneurs. Il y a des gens qui ne cherchent même pas la politique parce qu'ils aiment l'argent. C'est juste pour les honneurs. On vous ouvre la portière,
on s'incline devant vous. Les gens qui aiment ça, il y en a qui aiment ça. Voilà, alors monsieur Ebelebe, nous sommes pratiquement à la fin parce qu'on me fait déjà signe du côté de la régie. On est pratiquement à la fin de notre émission. Probablement que je vais vous donner quelques secondes pour conclure, mais tout en rappelant ce que disait Laurent Gbagbo, quand on veut être riche, on fait des affaires. Oui. Si vous voyez un politique devenir riche, c'est que c'est un voleur. Oui. Je vous laisse conclure. Oui, ça colle très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère faire des affaires que la politique. Mais je pense que la politique nous gouverne, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. La politique contrôle tout et régit tout. Donc, qu'on le veuille ou pas, on l'a fait. Moi, je fais la politique pour équilibrer les relations entre mes frères et mes sœurs, pour équilibrer les relations avec mes amis. On fait de la politique, comme disent nos parents. Hein. Quand un enfant veut se justifier quand on l'accuse de beaucoup de choses, quand le parent n'a plus d'argument, il dit « Yo, il y a une politique » parce qu'il n'a plus d'argument. Oui, la politique régit et contrôle tout. Alors, la diaspora sait que même quand elle n'est pas impliquée directement ou indirectement, elle fait de la politique. Moi, je pense que la diaspora, et c'est ça mon vœu, se structure, s'organise, et un leader ou des leaders qui soient capables à la fois de la protéger et de la représenter et de pouvoir être à la hauteur des enjeux qui se jouent aujourd'hui au Congo pour nous. Parce que quoi que l'on fasse, on ne nous respectera pas en Europe, en Occident, tant que le Congo ne sera pas bien. On ne peut pas respecter un Corse si la Corse n'est pas propre, ou bien en Bretagne ou à Marseille. Les Marseillais se battent pour que leur ville soit respectable. Les Congolais doivent se battre et affronter ceux qui ne veulent pas que les choses changent. Moi, je suis fier de voir le ministre des Affaires étrangères malien. On dit qu'il est né au Congo. J'en suis très fier. Qu'il est franco-congolais, oui, malien congolais. J'en suis encore plus fier parce que ce qu'il a dit, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Et il a su le dire tout en restant diplomate. On n'a pas besoin d'insulter. Moi, je suis contre les injures. Ça ne grandit pas. Mais nous pouvons et nous devons tous participer à changer le Congo tout en gardant ces principes. Et moi, les principes, je les négocie, mais je ne les vends pas et je ne me vendrai pas. Je ne suis pas intransigeant. Je suis juste, comme disent les Anglais, pragmatique. Vous aviez un mot à passer à l'endroit, bien entendu, de la diaspora congolaise, vous avez dit, par rapport aux élections françaises qui s'annoncent, qui pointent à l'horizon. Oui, moi, je voulais dire à la diaspora que, surtout ceux qui sont en France aujourd'hui, qui participent au vote, et on le fera pour tout le monde. Vous n'allez pas laisser comme ça Éric Zemmour vous insulter tous les jours pour aller voter pour la droite ou pour la gauche, sans pour autant que ça cesse. Il ne faut pas qu'à chaque élection, les immigrés, les Noirs, soient... Quand Éric Zemmour parle des Noirs, quand il parle des immigrés, il ne voit que les Noirs. D'ailleurs, il dit souvent les non-européens. Il exclut beaucoup, il met les non-européens. On ne peut pas accepter que des gens soient proches de Pécresse, se définissent proches du LR et de Mélenchon, et on tape sur les immigrés à longueur de journée. Les journaux parlent des Noirs comme des... C'est-à-dire que le Noir... Non, il faut que la diaspora se réveille. Il faut qu'on entende les Congolais qui sont dans les mairies, qui sont des conseillers municipaux, pour dire à ces dirigeants, vous arrêtez, n'utilisez pas l'immigration comme votre bouclier pour... Personne n'est dupe de savoir que Zemmour est la part des Français pour que Macron soit réélu. Qu'on utilise Zemmour, parce qu'on a fait monter Marine Le Pen, on change par Zemmour. Et Zemmour tape sur le noir. Il faut quand même que les Congolais se structurent, la diaspora se structure pour dire, bon, on en a assez que BFM, toutes ces chaînes de télévision, nous utilisent pour faire monter le racisme en France. On ne peut pas se contenter seulement d'aller voter. Moi, je vote à droite, je vote à gauche. Pourquoi tu votes? Pourquoi tu votes? Les Noirs américains se sont constitués pour dire notre vote va compter. Désormais, ces sujets-là doivent changer. Ils ont même fait enlever des noms, des statuts. En Angleterre, on enlève des statuts. La France ne suit que les mouvements qui se passent à l'étranger. Black Lives Matter a commencé aux États-Unis. C'est les Noirs qui ont commencé. Donc, il faut qu'en France, les Congolais, les Africains et surtout les Congolais à qui on parle, puissent eux aussi interpeller leurs représentants nationaux pour leur dire vous allez arrêter de nous utiliser comme des objets sur qui on tape et puis vous venez chez nous, en Afrique, c'est vous qui bouffez, comme on dit en français cru, vous vous enrichissez comme vous vous goinfrez de nos richesses et puis vous nous appelez pays pauvres et qui font vos richesses. Donc il faut que les gens se lèvent, que cette communauté ne reste pas les bras croisés à rire devant la télévision et puis de dire oh, Zemmour ne gagnera pas. Mais attention, les Français deviennent en plus ouvertement racistes. Ça se voit et ça ne doit pas nous faire rigoler. On ne peut pas voter pour n'importe qui. On ne doit pas voter, je dis, gratuitement. Voilà. Il faut qu'ils commencent, comme vous dites. S'il faut résister, mais moi je dis qu'il faut se lever et une force
de lobbying qui permettent aux dirigeants de dire que les Noirs ne sont pas heureux d'entendre qu'ils sont utilisés comme un objet pour pouvoir faire élire ou même faire monter les extrêmes. Eh bien voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci M. Kayous Ebenebe d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir consacré tout ce temps pour nous et pour nos téléspectateurs. Ça a été très gentil et nous vous disons grand merci. À vous, chers téléspectateurs aussi, merci d'avoir choisi KELAR TV et d'avoir suivi cette émission. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas non plus de vous abonner. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.